je voudrais aborder avec vous la question des personnes qui choisissent de devenir musulmans et sans qu'ils aient une ascendance particulière à la religion islamique. Voilà, nos pays occidentaux ont appris, non sans mal, à respecter la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, le choix d'une religion ou d'une idéologie. Enfin bref, cet acquis, il est précieux, il est à protéger. Ce n'est pas toujours le cas dans toutes les cultures ou dans toutes les religions. Alors, c'est un droit et une bonne chose que les musulmans aient des lieux de prière et des librairies et des associations dans notre pays, mais les musulmans sincères, droits et de bonne volonté qui sont en France, je dirais que quelque part, ils devraient aussi avoir le courage de se battre et défiler dans les rues pour réclamer au pouvoir politico-religieux islamique de leur pays d'origine la réciprocité effective dans les pays à majorité musulmane. Il y en a, mais c'est quand même très peu. Alors, on est, vous le savez, dans une société multiculturelle et aujourd'hui, de nombreuses idées circulent sur l'entrisme islamique, son importance et ses dangers. Ou à l'inverse, des personnes tentent de minimiser la question. Alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Je voudrais vous apporter des éléments un peu factuels qui touchent à la sociologie et à la démographie. Il faut qu'on ait ces données parce que sinon, on dit un peu n'importe quoi et on ne sait pas de quoi on parle. Alors, les chiffres peuvent apparaître un peu rébarbatifs, mais ils permettent finalement, je crois, quand même de dégager des ordres de grandeur, des tendances et des solutions, et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. On va pointer les causes et raisons qui peuvent conduire des Français dits de souche à passer à l'islam. Tout d'abord, on tentera, dans un premier temps, de quantifier cette réalité, les statistiques sur l'adhésion des Français non musulmans qui passent à l'islam. C'est pas simple, car d'une part, le passage à l'islam est très simple et pas toujours répertorié par une autorité musulmane reconnue, et d'autre part, l'adhésion ayant plusieurs causes, finalement, le choix de rejoindre l'islam n'aura pas toujours la même solidité. Voilà. Convaincu un jour ne veut pas dire convaincu toujours. Et donc, on le sait, il y a pas mal de personnes qui passent à l'islam et qui reviennent ensuite, qui l'abandonnent ou qui reviennent même parfois, quand ils sont d'origine chrétienne, au christianisme. C'est le cas de Bruno qui nous témoignera tout à l'heure. Alors il faudrait déjà définir ce qu'on entend par le mot conversion. Est-ce que c'est l'adhésion à des idées, à un style de vie, à un groupe, ou est-ce que c'est une transformation de son être intérieur et extérieur à la suite d'une expérience, on va appeler ça mystique ou surnaturelle? Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Adhésion ou conversion. Une conversion religieuse peut être privée ou peut être publique. On le voit très très bien avec des témoignages qu'on entend de chrétiens d'arrière-plan musulmans. Si elle est publique, elle est alors authentifiée, dans le cadre de l'islam, par une instance religieuse. Ça se fait, par exemple, à la mosquée. Mais ça peut très bien se faire en dehors de la mosquée. Je vous renvoie à une vidéo sur la chaîne YouTube du coup En marche avec Jésus le Messie qui précise le sens du mot conversion, parce qu'on entend très souvent la conversion au christianisme ou la conversion à l'islam. Eh bien, c'est pas réciproque. Le mot conversion ne veut pas dire la même chose dans un sens et dans un autre. Mais je ne vais pas aborder ce matin cela, vous le verrez si vous voulez dans la chaîne YouTube. On verra dans un deuxième temps les situations et les environnements qui peuvent favoriser le passage d'une personne de notre entourage à choisir l'islam comme religion. Vous voyez, quelles vont être les situations auxquelles on va être confronté? Ça, c'est très important. Enfin, en troisième partie, on essaiera de comprendre les raisons pour lesquelles les personnes sont séduites par l'islam. La plupart du temps, la démarche n'est pas avant tout théologique, du reste, mais plutôt c'est une démarche affective, c'est une démarche irrationnelle afin de répondre à un besoin
un besoin de sens, un besoin de transcendance, un besoin de loi, etc. Je crois qu'il est plus facile de dire et de témoigner comment je suis devenu musulman plutôt que de dire pourquoi je suis devenu musulman. Et dans tous les témoignages que j'ai écoutés sur les réseaux sociaux, c'est souvent le comment je suis devenu, mais pas pourquoi. Et en conclusion, on verra, en fait cette conclusion sera plutôt aujourd'hui une introduction, parce que je n'aurai pas forcément le temps d'aborder la suite. Je donnerai quelques pistes de réflexion à proposer à une personne, par exemple, qui voudrait passer à l'islam. Hein. Quelques pistes. Hein, Alors, premièrement, on peut se poser la question suivante. La croissance de l'islam en France est-elle due à la conversion de Français sans ascendance migratoire ou est-ce que c'est dû à l'apport de l'immigration? C'est une première question qu'on peut avoir. Alors, afin d'essayer de déterminer le nombre de Français sans ascendance musulmane qui passent à l'islam, il est nécessaire de déterminer, à partir des études démographiques et statistiques, plusieurs données. Alors, la première, ça va concerner déjà le nombre d'habitants vivant en France. En 2020, on a 67 millions et en 2025, on a à peu près 68,6 millions. Ça, c'est des données qu'il faut avoir parce que ça évolue. Et donc, une fois que ça s'est fait, on va pouvoir un petit peu avoir le calque, avoir l'environnement de la situation. Selon les rapports, les données qui se réfèrent aux années 2017, 2019 ou 2021-2024, le pourcentage de ceux qui se déclarent musulmans, en 2020, si vous le voyez là sur le slide, ils sont d'après le Pew Research Center, qui est un centre de statistiques sur les religions américains, qui travaille dans le monde entier. On a 5,7 millions, et d'après un autre institut qui s'appelle Statista, on aurait 5,4 millions de personnes en France qui se déclarent musulmans. Je dis bien qui se déclarent, ça ne veut pas dire qu'elles le soient, mais elles se le déclarent, ce qui représente dans les années 2020 entre 8 et 8,8% de la population totale française. En 2025, en se basant sur les données de la Direction générale des étrangers en France, la DGEF, concernant les statistiques sur l'immigration, qui a été publiée récemment, puisque ça a été publié, je vous donne des chiffres de février 2025, le gouvernement français a délivré près de 1,5 million de premiers titres de séjour. Premiers titres. Hein. Entre 2020, vous voyez, et 2024. Avec un record en 2024 qui est de 336 000 premiers titres de séjour. Et donc, sur ces titres de séjour, les pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne représentent 70%. Donc, ça représente, vous voyez, 1 million de personnes. Donc, d'après l'étude de 2020 faite entre autres par l'INED, qui est l'Institut national de la démographie et qui porte sur un travail qui a été fait qui s'appelle Trajectoire et Origine. Vous pouvez tout ça le voir sur Internet, hein, c'est public. Eh bien, près de 90% des 1 million de personnes de cette zone géographique ayant reçu un premier titre de séjour en 2020-2024 se déclarent musulmanes. Ainsi, si vous voulez, on peut retenir comme base statistique qu'entre 2025, 10% de la population française en situation régulière se déclare musulman, ce qui représente 6,6 à 6,8 millions de personnes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est des gens qui se déclarent musulmans, mais qui ne le sont pas forcément
Dans la conférence du mois de mars, je vous avais dit que sur ces 6,6 millions, il y avait déjà 2 millions d'apostats, mais qui n'ont pas fait une apostasie publique. Ils se déclarent encore musulmans, mais ils ne le sont plus. Alors, on peut se poser la question suivante, la croissance de l'islam en France est-elle due à la conversion de Français sans ascendance migratoire ou à l'apport de l'immigration? On va répondre immédiatement, la croissance du nombre de musulmans en France est due à l'immigration massive depuis les années 1970. Alors, deux décisions vont contribuer à cette croissance du nombre de musulmans en France. En effet, en 1976, on a vu l'application du regroupement familial et en 1983, les dispositions concernant la double nationalité. C'est ça qui a donné un élan assez important. Et les populations du Maghreb sont musulmanes, mais en général, à l'époque, elles sont assez peu instrumentalisées. Quand je dis peu instrumentalisées, c'est-à-dire que les événements qui se sont passés à ces époques-là, que ce soit la guerre des 6 jours en Palestine, que ça soit en 67, que ce soit l'avènement de Khomeini en Iran en 79, que ce soit la déclaration des droits islamiques en 90, ne vont pas avoir de répercussions en France. En gros, vous n'allez pas avoir des manifestations, comme on le voit par exemple pour la Palestine aujourd'hui. À l'époque, l'influence des frères musulmans, l'influence salafiste est très très faible. Elle commencera à apparaître bien plus tard. Mais à l'époque, ça reste marginal. Alors on va avoir une troisième vague d'immigration nord-africaine, et en général, l'influence, l'immigration nord-africaine et subsaharienne va apparaître plutôt dans les années 2000, amplifiée par une immigration moyen-orientale. C'est la guerre d'Irak, c'est la guerre en Afghanistan, etc. Et l'effet double nationalité et regroupement familial vont se conjuguer et le flux migratoire avec l'Afrique du Nord se fait en grande majorité par le visa touristique et l'hébergement chez d'anciens émigrés, ce qui contribuera à densifier cette population dans les zones et dans les quartiers. Vous voyez ici le camembert qui lui donne la répartition des motifs de primo-délivrance, et donc la partie étudiante et regroupement familial est la partie la plus importante. Donc, d'après l'étude statistique de la Direction générale des étrangers en France, la répartition des motifs de primo-délivrance de titres de séjour en 2024, donc juste l'année dernière, de près d'un tiers pour motif étudiant et de 27% pour le regroupement familial, soit à peu près 60%. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément par les boat people ou par que se fait cette émigration, mais c'est de façon beaucoup plus, officielle. C'est des étudiants qui viennent et c'est le regroupement familial. Voilà, pour l'année 2024, cela représente 336 710 titres de séjour accordés, soit 200 000, un peu plus de 200 000 personnes pour motif étudiant au regroupement familial. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir ces chiffres? Eh bien, c'est qu'on va voir l'influence que ça va avoir sur la jeunesse, entre autres en France. Je donne ici que des chiffres consultables par tous et qui rendent compte de l'immigration légale. D'après le ministère de l'Intérieur et l'Institut Statista, il y aurait en 2022 entre 400 et 800 000 clandestins en France. Là, j'en ai pas tenu compte dans ces chiffres. Voilà. Donc sur ces 200 000 personnes qui ont un titre de séjour pour les deux motifs cités, regroupement familial et étudiant, quelle est la part de ceux qui se déclarent musulmans? Eh bien, la DGFE répond en fonction des pays. Donc là, vous avez un tableau qui vous donne la répartition en fonction des nationalités et des pays. Et on obtient le chiffre de 33%, soit à peu près 110 000 personnes d'origine musulmane
qui sont arrivés en primo-accédant en 2024 en France en tant qu'étudiants ou regroupement familial. Voilà le chiffre qu'il faut retenir. Mais vous voyez qu'il n'est pas négligeable, ce chiffre, il est assez important et ça va avoir des conséquences sur les universités, sur les instituts, etc. Alors, la dernière donnée concerne la transmission de l'islam sur la population française, ou l'érosion de l'islam, mais sur la population musulmane. Mais combien sont les Français sans ascendance migratoire qui se déclarent qui se déclarent à 58% sans référence religieuse? Alors, vous voyez qu'ici, en 2023, eh bien, vous avez 58% de la population française qui se dit sans religion. C'est-à-dire sans, c'est pas tout à fait exact, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une référence religieuse, mais ils se déclarent non affiliés par exemple à une église, non affiliés à une communauté. Et 40% se déclarent chrétiens, soit en gros un total de 98% de la population française. Alors, la question c'est combien, dans cette population, 98% des Français, combien passent à l'islam? En 2020, d'après l'étude sur la diversité religieuse en France et sur la transmission intergénérationnelle et sur la pratique, 1% des personnes élevées dans une famille sans religion se déclarent musulmans. Et c'est également le cas pour des personnes élevées dans une famille chrétienne. 1%. D'après le rapport de l'INSEE portant sur la famille, le numéro 249, qui a été publié en septembre 2021, on a à peu près en France 8 millions de familles qui résident en France, et parmi eux, 78% ont 1 à 2 enfants. Alors quand je croise ces deux études, j'arrive à un ordre de grandeur de à peu près 90 000 personnes, 93 600, qui sans avoir d'ascendance musulmane et qui résident en France, eh bien, vont se déclarer musulmanes. Donc ça veut dire que des 90 000 personnes en France, sans ascendance musulmane, sont passées à l'islam. En 2011, Patrick Simon de l'Institut de l'INSEE estimait que le nombre de convertis à l'islam se chiffrait entre 70 000 et 110 000. On peut estimer que ce nombre en 2025 est autour de 110 000, 120 000. Voilà une donnée factuelle. Vous avez des gens sans ascendance musulmane qui sont passés à l'islam et qui sont à peu près 100 000 à 120 000 en France. Alors ça touche en fait plus souvent les jeunes qui sont en recherche et qui sont en contact avec une population musulmane jeune. Je vous rappelle un chiffre aussi très important, c'est que 50% de la population musulmane issue de l'immigration en France a moins de 30 ans. Donc ce sont des jeunes. Et il faut bien réaliser que passer à l'islam est très facile aussi, et ça prend que quelques secondes. Qu'est-ce qu'il faut dire? Prononcer la shahada devant un imam ou 2 témoins et dire j'atteste qu'il n'y a pas de divinité sinon Allah et que Mohammed est son messager. En 2 semaines, ça se fait très rapidement. Formule parfois modifiée en France, du reste par certains imams ou par certaines mosquées, qui rajoutent « et Jésus n'est pas Dieu ». Ce qui ne fait pas partie normalement de la shahada, de la profession musulmane. Il faut prendre un prénom arabo-musulman, et voilà. Donc ça va très très vite. Alors on va voir quels sont les profils de ceux qui passent à l'islam dans un instant, mais le choix idéologique que l'on fait à 20 ans, il peut évoluer avec l'âge. Et on le voit très bien,
c'est normal, c'est quelque chose qui existe, et on l'a bien vu notre passé récent avec des choix idéologiques de type politique. On est trotskiste à 20 ans et puis on est capitaliste à 40. Hein. C'est pas gênant du tout. Hein. Et donc c'est une population donc jeune qui est soumise à des influences et aujourd'hui c'est l'islamisme, c'est l'islam. Hier c'était le marxisme ou autre. On constate déjà ce phénomène dans les familles musulmanes de souche, où si 34% des musulmans de 24 à 34 ans en 2008-2009 ont cité la religion comme dimension de leur identité, 11 ans plus tard, en 2019-2020, donc ils ont 35 à 44 ans. Ils avaient 24 ans avant, 10 ans avant. 10 ans plus tard, ils sont plus que 28%. Donc vous voyez que la population jeune est une population qui évolue très fortement. Alors d'après le sondage IFOP de décembre 2023, 33%, soit un tiers des personnes se disant musulmanes, sont en fait athées ou croient en Dieu, agnostiques, mais ne pratiquent pas et sont non religieux, ce qui représente entre 6 millions fois 33%, 1,98 million. Je vous avais donné le chiffre de 2 millions. Voilà, alors, maintenant qu'on a estimé à peu près 100 000, 120 000 personnes, le nombre de personnes sans ascendance migratoire qui ont adhéré à l'islam, et qui, je le souligne, parce que c'est important, ils ne craignent pas pour leur sécurité en France. De la part des pouvoirs publics français, ils craignent rien. Hein. Un Français qui passe à l'islam, c'est pas un souci. La liberté de conscience, c'est pas tout à fait la même chose dans le cas des ex-musulmans où là, on a souvent la double peine. Hein. Donc, d'après les travaux de Loïc Lepape, qui est un docteur en sociologie et qui est chercheur à l'IDEMEC de l'Université d'Aix-Marseille, on a un article, et vous pouvez voir du reste son intervention, elle est très intéressante, sur YouTube, ça s'appelle « La conversion des Français à l'islam ». Et sont des articles ou sa thèse, si ça vous intéresse. Lui, il a interrogé 70 personnes, et sur ces 70 personnes, 80% étaient des jeunes de moins de 30 ans. Donc, c'est pas étonnant, et je vais essayer de mieux le quantifier, ce chiffre, sans revenir sur la statistique que nous avons déjà abordée dans une intervention concernant les enjeux spirituels des jeunes musulmans dans la France d'aujourd'hui. Voilà. Ça, vous le trouverez, cette vidéo, sur la chaîne YouTube En Marche avec Jésus le Messie. Mais je rappelle simplement que 50% de la population qui se déclare musulman en France a moins de 30 ans. Et si je regarde le sondage de l'IFOP qui porte sur la croyance des lycéens, ou le sondage de l'IFOP de 2020, les jeunes générations de musulmans sont beaucoup plus islamisées que celles qui ont plus de 30 ans. Elles sont beaucoup plus sécessionnistes et identitaires que leurs aînés. Donc vous voyez qu'il y a une présence très forte de jeunes musulmans en France, qui eux vont être en contact, forcément, de par l'université, de par l'école, de par avec des jeunes issus de France qui n'ont pas d'affiliation particulière avec l'islam. Donc il y a une interaction entre les deux. Et donc, d'après le rapport de 2025 du département statistique de la Direction générale des étrangers en France, on a vu que 60% des primo-accédants de titres de séjour ont pour motif le regroupement familial ou le fait d'être étudiant. Donc, si je ne retiens que le motif, par exemple étudiant, tout simplement, donc c'est que des jeunes, hein, si c'est des étudiants, on a comptabilisé en 4 ans, sur la période de 2020 à 2024, l'attribution de plus de 400 000 primo-titres de séjour délivrés pour motifs étudiants, dont plus de 25% sont de culture musulmane.
Donc sur 400 000 fois 25%, vous voyez le nombre de jeunes. Et donc si je fais un zoom sur l'année 2024, le rapport, vous voyez, Campus France indique que on a à peu près 2,9 millions d'étudiants en France. Et bien sûr, ces 2,9 millions inscrits, 55% sont musulmans. Et vous constatez sur le tableau que les primo-titulaires d'un titre de séjour étudiant en France, uniquement pour le Maghreb en 2024, eh bien, il atteint le chiffre de 25 000. Voilà, ça représente... et ça, je n'ai pas compté les étudiants musulmans de l'Afrique subsaharienne ou ceux qui viennent d'Afghanistan, de Syrie ou autres. Alors, il y a 3 facteurs qui vont influencer le profil d'âge de ceux qui passent à l'islam. Et vous avez compris que c'est principalement plutôt des jeunes. Donc, il y a, premier facteur, une perte de chrétienté. Une perte de chrétienté, c'est-à-dire qu'une perte de culture chrétienne, un environnement chrétien, c'est-à-dire des repères qui, chez les jeunes, vous en avez 48% des jeunes lycéens, par exemple, qui n'ont plus de référence culturelle chrétienne. Si vous leur dites, leur référence va être, j'allais dire, beaucoup plus amoindrie. Voilà. La deuxième chose, c'est la présence nombreuse des jeunes musulmans qui sont radicalisés par les réseaux sociaux. Parce que leur référence, c'est les réseaux sociaux. Et donc les réseaux sociaux, par l'extérieur, souvent, vont un peu radicaliser, on le voit très bien, ils sont beaucoup plus sécessionnistes, par exemple, que leurs aînés. C'est eux qui vont être plutôt fer de lance, si vous voulez, d'une promotion de l'islam. Donc c'est normal que leur influence, par exemple, dans les universités, dans les instituts, dans les salles de sport, etc. Ça, le Sénat l'a bien montré, et puis je pense qu'on aura des rapports à la fin de la semaine sur l'influence, par exemple, des frères musulmans. Enfin, la perte des grands idéaux politiques et sociaux du XXIe siècle, si vous voulez, ça a toujours été, les universités, les jeunes, etc., sont toujours un peu plus revendicatifs, et ils revendiquent. Et cette revendication va se traduire de façon sociale, de façon politique, et là, c'est une façon religieuse. Et donc, par exemple, ils vont revendiquer le port du voile. Même si le recteur de la mosquée de Paris dit « ça n'a aucun sens que des jeunes filles musulmanes portent le voile en France ». Donc, vous voyez, une espèce de dichotomie. Et vous avez même des pays musulmans où le voile est interdit. Bon, donc c'est curieux, mais je crois que ça, c'est lié à une crise des idéaux. Et les idéaux politiques, le trotskisme, le marxisme, le nihilisme, sont tombés un peu en désuétude. Et vous avez des nouveaux courants qui apparaissent. Et vous le voyez bien, c'est l'écologie radicale, c'est le wokisme, et c'est l'islamisme aussi. Donc ça, c'est, on va dire, une crise générale d'identité liée à la perte, je crois, de la paternité et de la masculinité dans nos sociétés occidentales.